Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur C8 pour ce nouveau numéro de votre émission de lecture nocturne, Voyage au bout de la nuit. Une émission que l'on va commencer tout de suite en vous donnant la parole. Vous le savez, vous pouvez vous exprimer dans cette émission grâce à la rubrique des questions-réponses de Lionel, notamment avec les réseaux sociaux, avec le hashtag VBN. Et c'est justement par ce biais que j'ai été alerté par une téléspectatrice qui est par ailleurs auteure. Et cette auteure, eh bien, elle va par le nom de Nat Berger. Nat Berger qui a un blog aussi. Donc c'est un blog sur lequel vous retrouvez tous ses livres. Elle a écrit énormément de livres. Nat Berger, donc Nat comme le début de Nathalie, N-A-T-H, et Berger comme un berger, B-E-R-G-E-R. Et donc Nathalie, elle écrit énormément de livres. Donc vous retrouverez notamment Retrouvailles libertines. Vous retrouverez aussi Objets de désir. Alors vous l'avez compris, ce sont des œuvres érotiques que nous propose Nat Berger. Des œuvres érotiques d'ailleurs que j'avais envie aussi de mettre en avant dans cette émission parce qu'on est au milieu de la nuit, donc il n'y a pas de souci. Alors l'idée, c'est simplement de vous intéresser aussi à ce style de littérature. Dites-nous d'ailleurs si ça vous intéresse. Vous retrouverez beaucoup d'autres livres signés Nat Berger. Elle est très très prolique. Vous retrouverez Journal intime d'Élodie, L'examen intime, voilà. Vous retrouverez aussi Humiliante canicule, le journal intime d'Élodie. C'est toujours la suite de ce fameux journal d'Élodie. Il y a aussi Soumission en forêt, donc les titres sont assez explicites. Ivresse bestiale, donc attention quand vous allez regarder ça, laissez les enfants de côté parce que c'est évidemment des lectures érotiques, donc les couvertures des livres sont assez explicites, notamment sur Ivresse bestiale, on retrouvera une femme alanguie sur un canapé, offerte un petit peu comme ce tableau, ce fameux tableau de Courbet, je crois, si je ne dis pas de bêtises, la naissance du monde, si je ne dis pas de bêtises, vous me reprenez, hashtag VBN si je me trompe sur les noms, mais c'est ce tableau que tout le monde connaît évidemment, l'origine du monde, me dit-on dans l'oreillette, ça n'est pas la naissance du monde. Merci à Camille qui est très attentive quand on parle de lecture érotique et qui du coup est très réactive dans l'oreillette. On a une équipe de choc qui en régie ne lâche rien. Alors voilà. Et donc je voulais vous parler notamment donc d'un des derniers romans en date qui s'intitule Impudique et puni, toujours Nat Berger, tome 2. Alors Impudique et puni IE. Je vais vous en lire juste le petit résumé. Élodie retrouve ses amis à la plage pour une soirée de détente. Elle s'y fera saillir, exhiber et humilier. Ce qui devait être une simple journée de retrouvailles et de détente se transforme en jeu sexuel, saillie et domination, qui la laisse repue de semences, ivre de jouissance. Comme si vous y étiez, découvrez les sensations et frissons d'une jeune femme qui s'ouvre au sexe en devenant un objet du plaisir des hommes. Voilà, donc le e-book est disponible aussi. Les livres sont disponibles sur Amazon, à la Fnac, un petit peu partout dans les librairies. Et puis voilà, vous avez tout un tas de livrets. Alors, le tout dernier en date, dans la série Julie offerte, tome 2, c'est une série, voilà. Il s'intitule Vacances initiatiques, et là, pour le petit résumé, Julie, fraîchement dépucelée, apprend à être un jeune objet de plaisir sexuel. En vacances chez sa tante, Julie apprivoise le plaisir que lui procure son corps quand il sert au plaisir des autres. Comme si vous y étiez. Encore une fois, découvrez les sensations et frissons d'une jeune femme qui s'ouvre au sexe en devenant un objet du plaisir des hommes. Voilà, encore une fois, le e-book. Voilà, tout est disponible. Donc, je vous rappelle, Nat Berger, que vous retrouvez donc sur Internet et aussi essentiellement sur son site, son blog. Voilà. Elle nous dit en phrase d'accueil du blog, lire le désir et le plaisir, habiter vos nuits, réchauffer vos rêves. Eh bien, Nat Berger, vous avez habité un petit peu, quelque peu, cette nuit, au bout de laquelle nous allons, parce que nous on va toujours jusqu'au bout des choses, donc là on va jusqu'au bout de la nuit, et vous avez, je l'espère, réchauffé déjà, rien que par les résumés et les titres de vos œuvres, un petit peu les rêves de certains de nos téléspectateurs et téléspectatrices, évidemment. Alors si vous avez envie d'aller lire, ou si vous connaissez déjà, vous nous dites hashtag VBN, ce que vous pensez, parce que c'est vrai que dans la lecture érotique, on connaît beaucoup les classiques qui ont gagné leur galon avec le temps, on se dit que parce que c'est plus ancien, c'est plus acceptable, parce que parfois c'est écrit en vieux français, c'est plus acceptable. On va notamment retrouver le Marquis de Sade, qui est complètement adoubé dans la littérature. Et puis après, tout le reste, c'est un petit peu boudé, comme si, voilà, c'était pas de la vraie littérature parce que c'est érotique. Mais si c'est bien écrit, si ça nous emmène, si ça nous fait rêver, alors je vous parle pas de la collection Harlequin, évidemment, c'est pas le problème, mais si c'est bien écrit, et à la rigueur, la collection Harlequin, si ça plaît aux uns et aux autres, faites-vous plaisir, mais si c'est bien écrit, pourquoi est-ce que la lecture érotique,
on ne pourrait pas en parler ici. Alors voilà, j'avais envie de vous parler de Nat Berger, c'est fait. Donc vous allez vous renseigner sur Nat Berger et vous me dites hashtag VBN ce que vous en avez pensé. Et puis d'ailleurs, comme ça on est sûr de se retrouver, vous mettez hashtag VBN, hashtag érotique, hein, hashtag plaisir, hashtag sexe, tout ce que vous voulez, mais qu'on s'y retrouve, qu'on sache de quoi vous parlez, hein, parce que voilà, sinon on va se perdre. Donc hashtag VBN, hashtag plaisir, hashtag ce que vous voulez, vous nous dites hashtag Nat Berger, ce que vous en avez pensé. Et puis bien, cette rubrique étant maintenant terminée, moi je vous propose maintenant eh bien, de pénétrer avec moi à nouveau l'œuvre de Maupassant, Pierre et Jean. Et j'aimerais vous emmener au plus profond de cette œuvre. J'aimerais qu'avec moi vous goûtiez la sensualité chaude de ce roman, un roman qui se passe en Normandie. On a la mer, on a le petit vent voilà, qui nous caresse le visage. On est bien, on est tranquille. Alors laissez-vous porter par Pierre et Jean de Maupassant, duquel on va découvrir maintenant le chapitre 3, puisque je vous rappelle que les 2 premiers chapitres vous ont été servis dans 2 précédentes émissions, des émissions d'ailleurs que vous pouvez revoir hein, grâce au replay www.c8.fr. Allez, c'est parti, chapitre 3, très très belle écoute à vous et surtout restez avec moi, on est ensemble jusqu'au bout de la nuit. Le docteur se réveilla le lendemain avec la résolution bien arrêtée de faire fortune. Plusieurs fois déjà, il avait pris cette détermination sans en poursuivre la réalité. Au début de toutes ces tentatives de carrière nouvelle, l'espoir de la richesse vite acquise soutenait ses efforts et sa confiance jusqu'au premier obstacle, jusqu'au premier échec qui le jetait dans une voie nouvelle. Enfoncé dans son lit, entre les draps chauds, il méditait. Combien de médecins étaient devenus millionnaires en peu de temps? Il suffisait d'un grain de savoir-faire car, dans le cours de ses études, il avait pu apprécier les plus célèbres professeurs et il les jugeait des ânes. Certes, il avait autant qu'eux, sinon mieux. S'il parvenait, par un moyen quelconque, à capter la clientèle élégante et riche du Havre, il pouvait gagner 100 000 francs par an avec facilité. Et il calculait, d'une façon précise, les gains assurés. Le matin, il souriait. Il irait chez ses malades. En prenant la moyenne bien faible de 10 par jour, à 20 francs l'un, cela lui ferait au minimum 72 000 francs par an. Même 75 000, car le chiffre de 10 malades était inférieur à la réalisation certaine. Après-midi, il recevrait dans son cabinet une autre moyenne de 10 visiteurs à 10 francs, soit 36 000 francs. Voilà donc 120 000 francs, chiffre rond. Les clients anciens et les amis qu'il irait voir à 10 francs et qu'il recevrait à 5 francs feraient peut-être sur ce total une légère diminution compensée par les consultations avec d'autres médecins et par tous les petits bénéfices courants de la profession. Rien de plus facile que d'arriver là, avec de la réclame habile, des échos dans le Figaro indiquant que le corps scientifique parisien avait les yeux sur lui, s'intéressait à des cures surprenantes entreprises par le jeune et modeste savant Havrais, et il serait plus riche que son frère, plus riche et célèbre, et content de lui-même, car il ne devrait sa fortune qu'à lui. Et il se montrerait généreux pour ses vieux parents, justement fiers de sa renommée. Il ne se marierait pas, ne voulant point encombrer son existence d'une femme unique et gênante, mais il aurait des maîtresses parmi ses clientes les plus jolies. Il se sentait si sûr de ce succès qu'il sauta hors du lit comme pour le saisir tout de suite et il s'habilla afin d'aller chercher par la ville l'appartement qui lui convenait. Alors, en rôdant à travers les rues, il songea combien sont légères les causes déterminantes de nos actions. Depuis 3 semaines, il aurait dû prendre cette résolution née brusquement en lui sans aucun doute à la suite de l'héritage de son frère. Il s'arrêtait devant les portes où pendait un écriteau annonçant soit un bel appartement, soit un riche appartement à louer, les indications sans adjectif le laissant toujours plein de dédain. Alors il visitait avec des façons hautaines, mesurait la hauteur des plafonds, dessinait sur son calepin le plan du logis, les communications, la disposition des issues, annonçait qu'il était médecin et qu'il recevait beaucoup. Il fallait que l'escalier fût large et bien tenu. Il ne pouvait monter ailleurs au-dessus du premier étage. Après avoir noté 7 ou 8 adresses et griffonné 200 renseignements, il rentra pour déjeuner avec un quart d'heure de retard. Dès le vestibule, il entendit un bruit d'assiette. On mangeait donc sans lui? Pourquoi? Jamais on était aussi exact dans la maison. Il fut froissé, mécontent,
car il était un peu susceptible. Dès qu'il entra, Roland lui dit « Allons, Pierre, dépêche-toi, sacrebleu. Tu sais que nous allons à 2 heures chez le notaire. Ce n'est pas le jour de musarder. » Le docteur s'assit sans répondre, après avoir embrassé sa mère et serré la main de son père et de son frère, et il prit dans le plat creux, au milieu de la table, la côtelette réservée pour lui. Elle était froide et sèche. Ce devait être la plus mauvaise. Il pensa qu'on aurait pu la laisser dans le fourneau jusqu'à son arrivée, et ne pas perdre la tête au point d'oublier complètement l'autre fils, le fils aîné. La conversation interrompue par son entrée reprit au point où il l'avait coupée. « Moi, disait à Jean Madame Roland, voici ce que je ferai tout de suite. Je m'installerai richement, de façon à frapper l'œil. Je me montrerai dans le monde, je monterai à cheval, je choisirai 1 ou 2 causes intéressantes pour les plaider et me bien poser au palais. Je voudrais être une sorte d'avocat amateur très recherché. Grâce à Dieu, te voici à l'abri du besoin. Et si tu prends une profession en somme, c'est pour ne pas perdre le fruit de tes études, et parce qu'un homme ne doit jamais rester à rien faire. » Le père Roland, qui pelait une poire, déclara « Christi, à ta place, c'est moi qui achèterai un joli bateau, un cotre sur le modèle de nos pilotes. J'irai jusqu'au Sénégal avec ça. » Pierre, à son tour, donna son avis. En somme, ce n'était pas la fortune qui faisait la valeur morale, la valeur intellectuelle d'un homme. Pour les médiocres, elle n'était qu'une cause d'abaissement, tandis qu'elle mettait au contraire un levier puissant aux mains des forts. Ils étaient rares d'ailleurs, ceux-là. Si Jean était vraiment un homme supérieur, il le pourrait montrer maintenant qu'il se trouvait à l'abri du besoin. Mais il lui faudrait travailler 100 fois plus qu'il ne l'aurait fait en d'autres circonstances. Il ne s'agissait pas de plaider pour ou contre la veuve et l'orphelin et d'empocher tant d'écus pour tout procès gagné ou perdu, mais de devenir un jurisconsulte éminent, une lumière du droit. Et il ajouta comme conclusion, « Si j'avais de l'argent, moi, j'en découperais des cadavres. » Le père Roland haussa les épaules. Tralala! Le plus sage dans la vie, c'est de se la couler douce. Nous ne sommes pas des bêtes de peine, mais des hommes. Quand on est pauvre, faut aller travailler. Eh ben, tant pis, on travaille. Mais quand on a des rentes, sacristie, faudrait être jobard pour s'esquinter le tempérament. Pierre répondit avec hauteur. Nos tendances ne sont pas les mêmes. Moi, je ne respecte au monde que le savoir et l'intelligence. Tout le reste est méprisable. Madame Roland s'efforçait toujours d'amortir les heurts incessants entre le père et le fils. Elle détourna donc la conversation et parla d'un meurtre qui avait été commis la semaine précédente à Bolbec-Nointot. Les esprits, aussitôt, furent occupés par les circonstances environnant la forêt, le forfait, et attirés par l'horreur intéressante, par le mystère attrayant des cimes, qui, même vulgaires, honteux et répugnants, exerce sur la curiosité humaine une étrange et générale fascination. De temps en temps, cependant, le père Roland tirait sa montre. « Allons, dit-il, va falloir se mettre en route, hein ?» Pierre ricana. « Il n'est pas encore 1 heure. Vrai, ce n'était point la peine de me faire manger une côtelette froide. »« Viens-tu chez le notaire ?» demanda sa mère. Il répondit sèchement. « Moi, non, pourquoi faire? Ma présence est fort inutile. » Jean demeurait silencieux, comme s'il ne s'agissait point de lui. Quand on avait parlé du meurtre de Bolbec, il avait émis en juriste quelques idées et développé quelques considérations sur les crimes et sur les criminels. Maintenant, il se taisait de nouveau, mais la clarté de son œil, la rougeur animée de ses joues, jusqu'au luisant de sa barbe, semblait proclamer son bonheur. Après le départ de sa famille, Pierre, se trouvant seul de nouveau, recommença son investigation du matin à travers les appartements à louer. Après 2 ou 3 heures d'escalier montés et descendus, il découvrit enfin sur le boulevard François Ier quelque chose de joli. Un grand entresol avec 2 portes sur des rues différentes, 2 salons, une galerie virée où les malades, en attendant leur tour, se promenaient au milieu des fleurs, et une délicieuse salle à manger en rotonde ayant vue sur la mer. Au moment de louer, le prix de 3 000 francs l'arrêta, car il fallait payer d'avance le premier terme, et il n'avait rien, pas un sou devant lui. La petite fortune amassée par son père s'élevait à peine à 8 000 francs de rente, et Pierre se faisait ce reproche d'avoir mis souvent ses parents dans l'embarras par ses longues hésitations dans le choix d'une carrière, ses tentatives toujours abandonnées et ses continuels recommencements d'études. Il partit donc en promettant une réponse avant 2 jours, et l'idée lui vint de demander à son frère ce premier trimestre, ou même le semestre,
soit 1500 francs, dès que Jean serait en possession de son héritage. Ce sera près de quelques mois à peine, pensa-t-il. Je le rembourserai peut-être même avant la fin de l'année. C'est tout simple d'ailleurs. Il sera content de faire cela pour moi. Comme il n'était pas encore 4 heures et qu'il n'avait rien à faire, absolument rien, il alla s'asseoir dans le jardin public. Et il demeura longtemps sur son banc, sans idée, les yeux à terre, accablé par une lassitude qui devenait de la détresse. Tous les jours précédents, depuis son retour dans la maison paternelle, il avait vécu ainsi pourtant sans souffrir aussi cruellement du vide de l'existence et de son inaction. Comment avait-il donc passé son temps du lever jusqu'au coucher? Il avait flâné sur la jetée, aux heures de marée, flâné par les rues, flâné dans les cafés, flâné chez Marovsko, flâné partout. Et voilà que tout à coup, cette vie, supportée jusqu'ici, lui devenait odieuse, intolérable. S'il avait eu quelque argent, il aurait pris une voiture pour faire une longue promenade dans la campagne le long des fossés de fermes ombragées de hêtres et d'ormes, mais il devait compter le prix d'un boc ou d'un timbre-poste, et ces fantaisies-là ne lui étaient point permises. Il songea soudain combien il est mûr, à 30 ans passés, d'être réduit à demander en rougissant un louis à sa mère de temps en temps, et il murmura, en grattant la terre du bout de sa canne, « Christi, si j'avais de l'argent !» Et la pensée de l'héritage de son frère entra en lui de nouveau, à la façon d'une piqûre de guêpe, mais il la chassa avec impatience, ne voulant point s'abandonner sur cette pente de jalousie. Autour de lui, des enfants jouaient, dans la poussière des chemins. Ils étaient blonds avec de longs cheveux, et ils faisaient d'un air très sérieux, avec une attention grave, des petites montagnes de sable, pour les écraser ensuite d'un coup de pied. Pierre était dans un de ces jours mornes où on regarde dans tous les coins de son âme, où on en secoue tous les plis. Nos besognes ressemblent aux travaux de ces mioches, pensait-il. Puis il se demanda si le plus sage dans la vie n'était pas encore d'engendrer 2 ou 3 de ces petits êtres inutiles et de les regarder grandir avec complaisance et curiosité. Et le désir du mariage l'effleura. On n'est pas si perdu n'étant plus seul. On entend au moins remuer quelqu'un près de soi aux heures de trouble et d'incertitude. C'est déjà quelque chose de dire « tu » à une femme quand on souffre. Il se mit à songer aux femmes. Il les connaissait très peu, n'ayant eu au quartier latin que des liaisons de quinzaine rompues quand était mangé l'argent du mois et renoué ou remplacé le mois suivant. Il devait exister cependant des créatures très bonnes, très douces et très consolantes. Sa mère n'avait-elle pas été la raison et le charme du foyer paternel ? Comme il aurait voulu connaître une femme, une vraie femme. Il se releva tout à coup avec la résolution d'aller faire une partie de visite à Madame Rosémilie. Puis, il se rassit brusquement. Elle lui déplaisait, celle-là. Pourquoi ? Elle avait trop de bon sens vulgaire et bas. Et puis, ne semblait-elle pas lui préférer Jean ? Sans se l'avouer à lui-même d'une façon nette, cette préférence entrait pour beaucoup dans sa mésestime pour l'intelligence de la veuve. Car, s'il aimait son frère, il ne pouvait s'abstenir de le juger un peu médiocre et de se croire supérieur. Il n'allait pourtant point rester là jusqu'à la nuit, et comme la veille au soir, il se demanda anxieusement « Que vais-je faire ?» Il se sentit maintenant à l'âme un besoin de s'attendrir, d'être embrassé et consolé. Consolé de quoi? Il ne l'aurait su dire, mais il était dans une de ces heures de faiblesse et de lassitude où la présence d'une femme, la caresse d'une femme, le toucher d'une main, le frôlement d'une robe, un doux regard noir ou bleu semble indispensable et tout de suite à notre cœur. Et le souvenir lui vint d'une petite bonne de brasserie, ramenée un soir chez elle et revue de temps en temps. Il se leva donc de nouveau pour aller boire un bock avec cette fille. Que lui dirait-il? Que lui dirait-elle? Rien sans doute. Qu'importe, il lui tiendrait la main quelques secondes. Elle semblait avoir du goût pour lui. Pourquoi donc ne la voyait-il pas plus souvent? Et c'est sur cette interrogation qui paraît d'une simplicité assez folle, mais qui en même temps est la vraie interrogation de la vie. Pourquoi est-ce qu'on refuse à ce point le bonheur quand il est parfois si proche et si simple pour courir après des chimères? Eh bien, c'est sur cette interrogation que je vais vous laisser, et je vais vous laisser réfléchir à cela. Peut-être que vous aussi, vous avez à portée de main une jeune fille assez simple finalement, et
aime votre présence et de laquelle vous aimez sa présence, mais vous refusez à aller la voir plus souvent. Pourquoi? Eh bien, posez-vous la question, comme Pierre, et nous, on se retrouve très vite sur C8 pour la suite de la lecture de Pierre et Jean, signé évidemment Maupassant. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Ciao.